soyez le bienvenu dans votre nouveau magazine Data Market. Ce soir, nous allons parler d'éducation. Nous allons participer à la séance de prédéfense pour le 3e cycle. Il faut le savoir, l'université du CEPROMAC est autorisée par l'État congolais, par le ministère de l'Enseignement supérieur, à octroyer le diplôme au 3e cycle. Vous allez suivre le professeur Saman, directeur de l'université CEPROMAC, en train de faire la présentation d'un récipiendaire. Allons-y à l'image et revenons après. Des arrêtés qui ont été signés pour autoriser l'université de CEPROMAC à agir. Ainsi, nous avons utilisé 2 outils. Le premier outil, c'est une note circulaire que nous avons adressée à toutes les sommités, tous les responsables, de collègues chefs d'établissement qui ont des accords de partenariat avec nous en matière de la formation des cadres et bien sûr à la communauté tant nationale qu'internationale pour leur dire que l'occasion est là, il y a lieu de pouvoir en profiter. Je vais demander au secrétaire de jury de pouvoir lire d'abord cette lettre pour l'attention de tout un chacun. Opération Université de Kinshasa, chaire d'administration publique et management, Université du CEPROMAC. Du professeur émérite Saman Obutu, note circulaire numéro 009, Unikin KPM 0/2021. Au conseil d'administration, KU, ISPT, ISP, AUPA. Chef ou propriétaire, actuel ou potentiel, des établissements partenaires à l'université du CEPROMAC. Nous citons Unikin, UPN, UFASIC, ISC Gombe, INBTP, UPC, ISP Gombe, ISTA, ISTEM Unikin, ULK, Bel Campus, UCC et membre de l'AIPA. Vice-doyen chargé de l'enseignement des facultés de l'UNIKIN, tous. Doyen de la faculté des sciences sociales, politiques et administratives UNIKIN. Responsable des entités décentralisées de l'UNIKIN, aux professeurs ordinaires, points focaux de 3e cycle, tous. Association des corps scientifiques, toutes. Tous à Kinshasa. Concert. Information sur l'organisation d'une nouvelle filière, 3e cycle, DA, DS, doctorat, et les 7 étapes pour terminer sa thèse en temps réel. En vue de garantir le fonctionnement opérationnel et innovateur des établissements au courant de chaque année académique, le ministère en charge de l'ESU édicte des instructions académiques à l'intention de la communauté universitaire. Vu l'arrêté numéro 0240 du 30 décembre 2020, complétant l'arrêté 265, le directeur de la chaire d'administration publique et management de la faculté des sciences sociales, administratives et politiques de l'université de Kinshasa
et recteur magnifique de l'université du CEPROMAD, vous informe que cette dernière institution universitaire est autorisée à organiser 2 nouvelles filières de management au niveau du 3e cycle, DA, DS, doctorat. Donc, il s'agit de 1. Management stratégique et opérationnel. Orientation, management public, management des entreprises, management des transports, management des projets, management de santé publique, management des ressources naturelles et environnement, management d'informatique et communication, management des institutions éducationnelles, management agroalimentaire, management de l'ingénieur, etc., etc. 2. Management économique. Orientation, management marketing, management des finances et comptabilité, management des ressources humaines, management des fiscalités et audit financier, entrepreneuriat et incubateur des affaires, management des droits publics, privés et financiers, etc. Sont admissibles les professeurs, docteurs, désireux de diversifier leur savoir, les chefs de travaux dont les mandats sont en cours, les assistants et les chercheurs indépendants, des universitaires de diverses formations de base ayant réussi les tests de mise à niveau managérial, et cela dans le strict respect des critères d'admissibilité. Tout candidat désireux d'obtenir de plus amples renseignements sur les inscriptions relatives à cette filière innovatrice, créatrice et surtout des formations interdisciplinaires de 3e cycle pour l'année académique 2020-2021 sont priés de s'adresser à 1. La direction des communications de l'Université de Kinshasa, située au bâtiment administratif. 2. La chaire d'administration publique et management, Saman, au Lutu, voire CAPEM, faculté des sciences politiques et administratives. 3. Université du CEPROMAD, avec numéro de téléphone. Fait à Kinshasa, le 5 mars 2021. Le directeur général de la chaire d'administration publique et management, professeur émérite Oscar Saman Odutu, Piège. Ça, c'est une information officielle. C'est-à-dire, le ministre a signé l'arrêté, le secrétaire général a notifié. Il faut que les bénéficiaires de l'arrêté puissent procéder à la mise en œuvre de cet arrêté. Parce que vous savez qu'il y a des lois qui ont été signées, mais qui sont restées dans les tiroirs. Alors, ces gestes-là, c'est les premiers gestes que nous avons faits pour sonder, voire informer toutes les autorités intéressées, les partenaires particulièrement, et la communauté tant nationale qu'internationale, de l'existence de ces filières qui se trouvent là. Et à la fin, il y a un questionnaire. Les enseignements sont transversaux. Celui qui postule doit parcourir les questionnaires, voir s'il est dispo à postuler, s'il répond aux conditions, oui ou non.
Il faudra que ceux qui sont habitués à certaines choses puissent éventuellement excuser l'innovation, car on dit généralement que le système a tendance à résister à l'innovation. Alors je vous assure qu'il y a eu beaucoup de débats, beaucoup de travail, beaucoup d'efforts personnels pour qu'on arrive à accepter ces systèmes de l'organisation de l'enseignement chez nous comme étant une innovation. En bref, ça signifie que contrairement au système habituel, alors peut-être un petit commentaire sur les guides, un commentaire très bref. Le cordeau de l'école doctorale sur les 7 étapes pour terminer sa thèse de doctorat en temps réel. Peut-être en guise d'introduction, nous dirons tout simplement que notre expérience de plus ou moins 40 ans dans l'enseignement supérieur et universitaire au Congo a montré que des failles on en a, des succès aussi on en a. Mais un constat malheureux de série. Tout le monde se plaint. Pourquoi, quand on fait la classification des établissements d'enseignement supérieur, jamais aucune de nos universités n'est positionnée parmi les 100 meilleures, même de l'Afrique. Aussi, quand on recourt aux paramètres de l'UNESCO, on s'aperçoit que l'UNESCO a un paramètre sévère du ratio de 1 professeur docteur pour 20 étudiants. Mais les études que nous avons menées ont montré que chez nous, il y a des provinces où on a un seul docteur pour 1900 étudiants. Et même plus près de nous, quand on va à l'UNIKIN, on s'apercevra, si en histoire, il n'y a presque pas, il n'y a que des souris sur des échelles, c'est ça? Des étagères. Mais à la faculté de médecine, on ne sait pas où mettre la tête. Tous les enfants, ceux qui ont fait l'agronomie, ceux qui ont fait la pédagogie, ceux qui ont fait tout ce qu'on... Ils se retrouvent tous en médecine. Problème, qu'est-ce qu'il en est? D'autres études ont montré qu'après les expos qu'on était en train de faire ici, pour pouvoir étudier les œuvres d'esprit, salutations et félicitations pour le ministre qui a eu cette initiative-là, eh bien, 58% de nos établissements sont dirigés par des non-qualifiés. De non-qualifiés, ça signifie de non-docteurs. Parce qu'il est prévu normalement qu'un établissement, pour être un DG, il faut être professeur. Mais si vous prenez 58%, et je vais tout simplement faire une parenthèse, heureuse ou malheureuse, que pour une fois, notre pays s'est classé parmi les 5 tops du monde. Et dans quoi? En termes de nombre d'établissements supérieurs et universitaires. Mes amis, je n'ai pas parlé de la qualité, mais je parle plutôt du nombre. Eh bien, quant à la qualité, c'est l'effort de nous tous. Alors, partant de tout ce constat, il y a eu une conclusion dans la recherche pour que notre pays puisse avancer, arriver à atteindre ne fût-ce que les ratios de 1%, je ne dis pas 1 pour 20, mais 1%
il faut que pendant 10 ans de suite, qu'on puisse former consécutivement 250 docteurs chaque année, pendant 2 ans consécutivement, pendant 10 ans, pour pouvoir approcher les 1%. Alors qu'à ce moment ici, nous ne sommes pas encore au-delà de 25% par an. Évidemment, il y en a qui maquillent un peu les calculs des statistiques ou plâtrer un peu la plaie pour dire, ben, on se console, il y en a 50. Peut-être, bon, à supposer qu'on ait 50. Quand est-ce que et par quelle magie on devra boucher la différence de 200 là pour que consécutivement pendant 10 ans, on puisse former 250. Voilà les problèmes tels que ça se pose. Alors, nous avons essayé de trouver des solutions à ça parce que les constats ont montré aussi que c'est une pyramide renversée. Au lieu de parler seulement des professeurs émérites, on commence maintenant à parler des chefs de travaux émérites, chefs de travaux ordinaires et chefs de travaux tout travaux. Alors peut-être un petit commentaire sur les guides, un commentaire très bref. Le cours d'eau de l'école doctorale sur les 7 étapes pour terminer sa thèse de doctorat en temps réel. Peut-être en guise d'introduction, nous dirons tout simplement que notre expérience de plus ou moins 40 ans dans l'enseignement supérieur et universitaire au Congo a montré que des failles on en a, des succès aussi on en a. Mais un constat malheureux de série. Tout le monde se plaint. Pourquoi, quand on fait la classification des établissements d'enseignement supérieur, jamais aucune de nos universités n'est positionnée parmi les 100 meilleures, même de l'Afrique. Aussi, quand on recourt aux paramètres de l'UNESCO, on s'aperçoit que l'UNESCO a un paramètre sévère du ratio de 1 professeur docteur pour 20 étudiants. Mais les études que nous avons menées ont montré que chez nous, il y a des provinces où on a un seul docteur pour 1900 étudiants. Et même plus près de nous, quand on va à l'UNIKIN, on s'apercevra, si en histoire, il n'y a presque pas, il n'y a que des souris sur des échelles, c'est ça? Des étagères. Mais à la faculté de médecine, on ne sait pas où mettre la tête. Tous les enfants, ceux qui ont fait l'agronomie, ceux qui ont fait la pédagogie, ceux qui ont fait tout ce qu'on veut, ils se retrouvent tous en médecine. Problème, qu'est-ce qu'il en est? D'autres études ont montré qu'après les expos qu'on était en train de faire ici, pour pouvoir étudier les œuvres d'esprit, salutations et félicitations pour le ministre qui a eu cette initiative-là, eh bien, 58% de nos établissements sont dirigés par des non-qualifiés. De non-qualifiés, ça signifie de non-docteurs. Parce qu'il est prévu normalement qu'un établissement, pour être un DG, il faut être professeur. Mais si vous prenez 58%, et je vais tout simplement faire une parenthèse, heureuse ou malheureuse, que pour une fois,
notre pays s'est classé parmi les 5 tops du monde. Et dans quoi? En termes de nombre d'établissements supérieurs et universitaires. Mes amis, je n'ai pas parlé de la qualité, mais je parle plutôt du nombre. Eh bien, quant à la qualité, c'est l'effort de nous tous. Alors, partant de tout ce constat, il y a eu une conclusion dans la recherche pour que notre pays puisse avancer, arriver à atteindre ne fût-ce que les ratios de 1%, je ne dis pas 1 pour 20, mais 1%, il faut que pendant 10 ans de suite, qu'on puisse former consécutivement 250 docteurs chaque année, pendant 2 ans consécutivement, pendant 10 ans, pour pouvoir approcher les 1%. Alors qu'à ce moment ici, nous ne sommes pas encore au-delà de 25% par an. Évidemment, il y en a qui maquillent un peu les calculs des statistiques, ou plâtrer un peu la plaie pour dire, ben on se console, il y en a 50. Peut-être, bon, à supposer qu'on ait 50. Quand est-ce que et par quelle magie on devra boucher la différence de 200 là pour que consécutivement pendant 10 ans, on puisse former 250. Voilà les problèmes tels que ça se pose. Alors, nous avons essayé de trouver des solutions à ça parce que les constats ont montré aussi que c'est une pyramide renversée. Au lieu de parler seulement des professeurs émérites, on commence maintenant à parler des chefs de travaux émérites, chefs de travaux ordinaires et chefs de travaux tout travaux. Eh bien, je crois que la loi venait de tomber pour dire qu'après de la publication de cette loi-là, si un chef de travaux n'a pas publié, n'a pas défendu sa thèse dans les 3 années qui suivent, eh bien, il connaît son sort. Partant de là, nous avons proposé cette méthode pour dire 7 étapes pour terminer sa thèse de doctorat en temps réel. Les directeurs, les programmes, les coordonnateurs, s'il peut ajouter un petit mot pour que nous puissions conclure. Ça va, merci beaucoup, monsieur le directeur. Le recteur venait de nous brosser rapidement l'essentiel de notre rencontre de cet après-midi et il a avancé une proposition de notre école, les 7 étapes pour terminer son doctorat en temps réel. Je m'avais d'abord vous citer seulement les 7 étapes, on pourra éventuellement passer à certains détails. La première étape, c'est la préparation d'une proposition de recherche. Une proposition de recherche se prépare et ne s'improvise pas. La deuxième étape, c'est la revue de la littérature, ou ce qu'on appelle également la lecture critique des sources. Donc, de manière générale, il n'y a aucune recherche qui commence à partir des néants. Il y a toujours des dévanciers et il faut pouvoir prendre connaissance de tous les travaux des dévanciers pour essayer de se démarquer et aller de l'avant. Donc c'est la revue de la littérature qui est la deuxième étape et c'est l'étape la plus importante parce qu'elle prend plus de temps que tout le reste. La troisième étape, il faut mener des recherches et recueillir des résultats.
il y a des recherches, il y a des thèmes qui requièrent des recherches de terrain, qui requièrent des travaux de laboratoire. Il faut donc réunir tous ces éléments pour pouvoir aller de l'avant. La quatrième étape, c'est la réalisation d'une mise à niveau. Ici, au CEPROMAD, puisque la spécialité c'est le management, et puisqu'on reçoit tout le monde qui arrive de partout, eh bien, pour ceux qui n'ont pas le niveau minimal en management, il faut d'abord une mise à niveau pour que vous puissiez aller de l'avant. La cinquième étape, il faut produire une thèse originale. Donc il ne s'agit pas d'un compte rendu des travaux des autres, il ne s'agit pas de copier-coller, mais il va s'agir de produire une thèse originale, c'est-à-dire par laquelle les doctorants démontrent sa capacité d'innover et d'apporter un plus dans les domaines du savoir qui est le sien. Et la septième étape, c'est la défense de la thèse de doctorat. Le travail fait doit être présenté devant un jury qui va apporter son quitus quant à l'acceptabilité de ce travail et son inscription dans le domaine qui est celui de récipiendaire du jour. Voilà donc brièvement les 7 étapes qui sont requises pour terminer sa thèse en temps réel. Alors, au niveau du CEPROMAD, nous avons divisé la période de rédaction et de soutien des thèses en 3 ans. En 3 ans au minimum, un candidat studieux doit être capable de présenter son travail. Donc 3 ans minimum, avec éventuellement un délai de grâce d'une année renouvelable une seule fois. C'est-à-dire au finish, après 5 ans, il faut avoir terminé absolument. Alors chaque année est répartie en semestres. Il y a des activités qui sont prévues pour chaque semestre et les doctorants est censé s'inscrire dans le cadre de ces activités, parce que comme nous l'avons dit et nous le répétons, le doctorant n'est pas un électron libre. Et je crois même dire que les études de doctorat sont plus contraignantes que les études au niveau des DA et DS. C'est pourquoi les doctorants sont invités à s'inscrire et à être actifs selon les programmes fixés pour chaque semestre. Pour cette année ici, nous avons déjà le mois de février qui était le premier mois. Le deuxième mois, c'est le mois de mars. Eh bien, on va aller comme ça. Chaque mois, il y a des activités précises que les doctorants doivent pouvoir réaliser. Pour plus d'informations, je crois que le document sera disponibilisé pour que chacun puisse prendre connaissance de ce qu'il doit faire. Mais à notre niveau, nous avons déjà mis au programme les activités du premier mois et du deuxième mois. Il faut donc s'inscrire et s'insérer dans ces activités. Voilà, monsieur le recteur, j'ai terminé. Merci bien, merci bien. Je crois que nous devons aller vite en maison. Et nous allons, avant de pouvoir remettre officiellement un exemplaire. Alors, compte tenu de ça, nous allons d'une façon symbolique remettre à notre collègue, le professeur Lukiana. Vous savez, le professeur Lukiana a été chef de département, c'est quoi, ERI, des relations internationales. Le professeur Lukiana est professeur émérite en puissance ou déjà? Oui, collègue professeur émérite, merci. Il est déjà là. Eh bien, il y a 2 choses qu'il faut ajouter. Je vous dirais qu'ici, là, nous avons pris l'option d'utiliser au maximum les professeurs émérites, en partant du principe qui dit
Un savant se fatigue plus par les jambes que par la tête. Et puis, deuxièmement, donc vous êtes déjà les bienvenus. N'est-ce pas ça? Oui. Voilà. Le professeur Lukiana sera déjà là et nous avons déjà là aussi les orientations de management des organisations internationales, ainsi de suite. Alors nous allons, d'une façon symbolique, lui demander de prendre ces documents et de pouvoir en faire bon usage. Merci beaucoup. D'autant plus, et merci de m'avoir invité. Je vous donnerai ça. C'est ce que nous dirigeons actuellement l'université de Djouma, qui est devenue une université étatique. Ok. Donc, on va chercher comment entrer en contact avec vous et comment continuer ainsi de suite. Et voilà déjà une coopération qui s'annonce avec les autres. Applaudissez alors la coopération entre l'université de Djouma, qui est une université étatique déjà, et puis l'université du CEPROMAD. Merci beaucoup et on avance. Voilà une occasion, chers collègues. Ah, c'est comme ça qu'on se salue, hein? Merci beaucoup. Nous commençons, nous respectons la procédure que nous utilisons normalement. Merci beaucoup, monsieur le recteur. Chers amis, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes réunis cet après-midi pour S'il vous plaît. examiner en séance privée la thèse, le projet de thèse de notre collègue Didier Ossuès à moi, intitulé Les politiques rizicoles en Camargue, en France et à Kinshasa, République démocratique du Congo, vers un modèle de management public rizicole à Kinshasa. Les jurys chargés d'examiner cette dissertation est composé de la manière suivante. Le jury est composé de la manière suivante. Le président du jury, c'est votre serviteur, c'est le professeur Palama. Le secrétaire du jury, c'est Madame Onsine Nsaman. Les membres, il y a d'abord le professeur Nsaman lui-même qui est le promoteur. Il y a les membres effectifs sont le professeur Emmanuel, le professeur Boulangunga et le professeur Lukiana. Monsieur Didier Ossuès Amouak, vous allez tout à l'heure nous présenter l'économie de votre dissertation, mais avant cela, j'invite l'assistance à se lever pour exécuter d'abord l'hymne du CEPROMAD. Dans les soucis du développement, il y a une université en RDC. Elle a été créée par l'honorable professeur ordinaire Samanolo Tosca et Madame Angèle Sama, Université du CEPROMAD, leader en management et marketing. Oh, CEPROMAD, du CEPROMAD, vas-y CEPROMAD.
quémandeur. 480 méthodes à apprendre pour lutter contre la pauvreté. Management égal trésor, poitrine bombée, tête bien haut, partir derrière pour bâtir un monument partout en RDC. C'est Promade à Kinshasa, c'est Promade à Brazzaville, Lubumbashi, Goma et Bukavu. Oh, c'est Promade, c'est Promade, vas-y, c'est Promade. Oh, c'est Promade, c'est Promade, vas-y, c'est Promade. Voilà, M. Didier, comme annoncé, nous allons passer à l'examen de votre dissertation. Mais avant cela, vous allez nous présenter l'économie de cette dissertation en 30 minutes au maximum. Très chers téléspectateurs, vous êtes en train de suivre depuis un moment comment ça se passe à l'université du Sud-Promade, le 3e cycle. Oui, il est possible de raffermir sa qualité, raffermir la capacité de chaque étudiant de la recherche est bel et bien faite à l'université du Sud-Promade où le professeur, avec les professeurs qui sont dans le jury, en train d'évaluer le niveau du réussite triangulaire. Allons-y à l'image et revenons après. Kinshasa, en République démocratique du Congo, et la Camargue en France. Sur le plan temporel, l'étude a couvert la période allant de 2007 à 2018. Monsieur le président du jury, Monsieur les membres du jury, cette dissertation est assise sur une architecture comprenant 2 parties. En effet, la première partie est focalisée sur les débats théoriques et conceptuels qui s'est étalé sur 3 chapitres ci-après. 1. Débat théorique sur l'état fort et état faible. Notion d'état, état fragile, état fort. 2. Approche théorique du management public. Le management, origine, objet d'étude, définition et raison du management public. Approche théorique du management public. 3. Considération théorique sur les politiques publiques. Naissance, transformation historique et quelques définitions. Composantes et types, phase du processus, acteurs et espace. Courant et approche théorique. La seconde partie, quant à elle, constituée également de 3 chapitres à aborder, les points ci-après. La physionomie risicole dans les champs d'études, les 2 champs d'études. Provence, Alpes, Côte d'Azur et Occitanie et leurs considérations risicoles. Kinshasa et ses considérations risicoles. 2. Politique risicole en Camargue et à Kinshasa. Point 1. Politique risicole en Camargue. Politique agricole commune. Politique nationale. Production du riz. Analyse des mérites de la politique agricole commune. Défis de la politique agricole commune en France. Point 2. Politique risicole à Kinshasa. Politique et stratégie nationale. Action agricole risicole menée au niveau provincial. Production du riz à Kinshasa et en République démocratique du Congo.
Et qu'en est-il de l'Union africaine? Contraintes en matière agricole et risicole. 3. Modèle du management public risicole à Kinshasa. Éléments de comparaison entre les politiques publiques en Camargue et à Kinshasa. Structuration, quantité et qualité du riz, potentialité en matière agricole, nature d'exploitation et stratégie de commercialisation. Puis, octogone du management public risicole, portrait robot du modèle et axe explicatif. Monsieur le Président du jury, Messieurs les membres du jury, la République démocratique du Congo dispose de terres arables importantes, mais la production risicole est en deçà de la production française. Au moment où la France n'a que la région de la Camargue pour la riziculture, en République démocratique du Congo, la riziculture se fait presque partout et à tout moment. Les causes principales de tout cela restent l'inefficacité des politiques publiques au niveau national et leur absence au niveau provincial, donc à Kinshasa. Beaucoup diraient qu'il s'agit d'un problème financier, mais nous pensons pour notre part qu'il n'est pas seulement question de moyens financiers, car il y a eu des partenaires de développement qui ont disponibilisé des sommes importantes au gouvernement de la République et au gouvernement provincial de Kinshasa, mais l'issue n'a jamais été heureuse. Ce qui a toujours poussé certains bailleurs de fonds à collaborer directement avec les riziculteurs eux-mêmes. Monsieur le Président du jury, Messieurs les membres du jury, relativement aux éléments de comparaison entre les politiques rizicoles en Camargue et à Kinshasa, il ressort ce qui suit. Par rapport à la structuration des politiques publiques, en France, elle tient d'abord compte des dispositifs de la politique agricole commune, qui est l'œuvre de l'Union européenne, et ensuite des dispositions constitutionnelles. Au niveau national, elles sont encadrées par le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, ainsi que ses différents services techniques. Au niveau des différentes régions, les ministères disposent de services régionaux. En République démocratique du Congo, elles sont principalement issues des dispositions de la Constitution du 18 février 2006. Kinshasa, en tant qu'entité régionalisée, fonde aussi ses politiques sur base des visions et des orientations du gouvernement central. La République démocratique du Congo, en tant que membre de l'Union africaine, a signé également une charte sur le développement agricole. Par rapport à la quantité et à la qualité du riz. En France, il se dégage une évolution en dents de scie de la production de riz en France. Par exemple, la production entre 2013 et 2016 a été inférieure à 80 000 tonnes pour quelques années, dont 2005, 2006, 2007 et 2014. Elle a avoisiné les 100 000 tonnes en 2014. La Camargue produit différents formats de riz, dont les riz ronds, médium, long ou très long, aux différentes couleurs, dont blanc, brun, rouge. C'est une discussion naturellement. La réponse que vous avez donnée, nous le prenons comme tel. Mais il y a mieux. Vous auriez pu faire mieux. Et d'ailleurs, pour la méthode, tu parles des institutions, tout ça, mais si tu prenais la méthode comparative, ça te serait plus facile. Donc, même en comparant institution par institution, donc c'était possible. Là où je n'ai pas compris et je ne comprends pas toujours l'explication, pourquoi comparer un État fort à un État faible.
C'est ça qu'il faut m'expliquer. Est-ce qu'il y a une raison essentielle qui fait qu'on fasse cette comparaison? Sinon, moi je ne trouve pas que ce soit correct comme quelqu'un qui prendrait la bataille de Goliath et David. Alors vous les comparez, là, on ne peut comparer que ce qui est comparable. C'est ça le principe. Mais là, je trouve quand même, est-ce qu'on peut comparer? La question reste posée. Malheureusement, vous avez répondu. Je prends acte de tes réponses, mais l'essentiel, si on me donnait des réponses claires sur ce point, parce que vous avez travaillé avec des collègues, certainement, c'était des points sur lesquels ils sont posés. Les routes, j'ai parlé des routes, mais on peut donner, c'est pour montrer qu'on ne peut pas comparer la France au Congo. Quand nous revenons sur la méthode comparative, la méthode stratégique, c'est parce que on n'a peut-être pas assez commenté cette méthode stratégique. Et il faut insérer, je pense que vous l'avez fait, insérer ces jeux des acteurs. Parce qu'on ne peut pas parler de la méthode stratégique en ignorant les jeux des acteurs. Si en France, comme vous le dites, c'est ça, mais en RDC, il faut le souligner. C'est ça qui va justifier la méthode stratégique. Comment pouvez-vous établir une comparaison entre les pays faibles et les pays forts? Je crois que c'est ça l'inquiétude. Alors si on ne peut pas établir une comparaison entre les pays forts et les pays faibles, donc il n'y avait pas de raison d'utiliser les méthodes comparatives. Je suppose. Parce que s'il y avait possibilité d'établir une comparaison entre les deux, on pouvait utiliser la méthode comparative. Mais vous avez avoué tous que l'écart est là. Donc il n'y avait pas de comparaison à faire. Donc il n'y a pas de méthode comparative à utiliser. Et ça, c'était ma réaction. Et en plus, souvenez-vous que pour corroborer votre préoccupation, parce que ces problèmes de méthode comparative entre un pays hautement développé et un pays sous-développé, à un certain moment, j'ai suggéré ce qu'on a appelé une analyse croisée, au lieu de parler de méthodes comparatives. Mais en bref, tout en endossant la responsabilité de dire, je crois que les collègues pourront aussi me pardonner, quand je leur dis, vous demandez à ce qu'on utilise la méthode comparative pour ce qui n'est pas comparable. Alors, ça ne va pas. Donc, c'est pourquoi on a utilisé la méthode stratégique. Maintenant, il y a lieu peut-être de pouvoir nous aider et surtout de dire quels sont les acteurs, parce que la question qu'on a posée. Comment pouvez-vous utiliser une méthode sans acteurs? Mais je crois que les acteurs ici nous amènent à justifier la méthode stratégique. La méthode stratégique, c'est une méthode qui vise l'objectif lointain. Méthode stratégique. Les jurys a mis pratiquement 2 heures pour écouter les candidats et échanger avec chaque membre du jury. Par la suite, le jury s'est retiré pour délibérer à huis clos. Après débat et délibération,
les jurys estiment que la thèse de M. Didier Ossuès-Amouak est recevable et va passer à la séance plénière et publique de soutenance qui aura lieu le jeudi. Toutes nos félicitations. Merci beaucoup, monsieur le membre. Merci à toute l'assistance qui est arrivée. Merci surtout à madame notre vice-ministre qui est venue nous honorer au cours de cette séance ici. Merci à tous les doctorants qui ont accepté de venir participer à cette séance qui est un entraînement pour eux parce que tous ils passeront par là. Personne ne deviendra docteur s'il ne passe par cette séance ici. Personne. Et rassurez-vous, aujourd'hui vous avez de la chance que il y a les couvre-feu, il y a tout ça, ça a pris moins de temps. Généralement, ça prend 4 heures, 5 heures, 6 heures du temps même. Parce que pour cette séance, les membres du jury doivent vider, doivent vider leur viscère et dire tout ce qu'ils pensent. Voilà, merci bien. Je vous informe que la dame, son Excellence, est venue à cette séance non avec la peau de l'excellence, mais avec la peau de l'apprenante doctorante qui est venue nous rejoindre et qui va continuer le combat avec nous. Applaudissez encore. Et je vous informe que le professeur Lukiana est venu aussi pour faire inscrire Madame Lukiana, qui veut qui va venir nous rejoindre d'une façon ou d'une autre. Bien sûr qu'on pourra la voir régulièrement ou on peut ne pas la voir comme elle, ainsi de suite, mais on finit toujours par le voir. Ok? Donc nos rangs sont en train de grossir. Ok. Eh bien voilà, ceci est fait, c'est rendu public. La presse, elle est là pour pouvoir annoncer. Tout est prêt. Maintenant, l'aspect marketing peut continuer. Mais je crois que nous aurons... Quelqu'un sera fort pour essayer d'écarteler un peu le mur ici. Ok, c'est bon. Merci de nous avoir soutenus. Nous étions à l'université. Il y avait un très joli, le professeur magnifique, le docteur en management, Sama Konix, demande que le Congo, la République démocratique du Congo, doit compter sur ces intellectuels, ces scientifiques formés au 3e cycle à l'université. Nous avons suivi ce soir. Merci de nous avoir suivis. Et je vous dis à la prochaine. Ici, on est